Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mesdames. J'avoue que ce soir, j'allais dire, c'est un grand honneur, mais surtout, je suis ravi. Tellement ravi de vous voir réunis ici ce soir, après vous avoir écouté de multiples fois dans le cadre de ce balado qui avait été réalisé par Kim, je crois, dans le cadre d'une action qu'avait montée l'Université de Montréal et les sages de l'Université de Montréal. Donc, je vous présente ce soir 3 sages de l'Université de Montréal. On est ce soir dans un contexte particulier d'une école d'été art, culture et santé initiée par Nathalie Bondeville dans le cadre de son action qu'elle a menée en tant que sage à l'Université de Montréal. On a 3 sages, Joséphine Bacon, qui est Inou, poétesse. On a Nathalie Bondeville, qui est la directrice du musée des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Et on a Kim Thuy, qui est une écrivaine. Ce qui nous réunit ce soir, c'est définitivement la beauté. C'est la rencontre avec la beauté, c'est le partage de la beauté, selon finalement 3 approches. La première approche, c'est celle de Joséphine, le poème, qui est basé finalement sur le récit des aînés et la transmission. Et c'est ce que j'expliquais à Joséphine, c'est qu'en tant que gériatre, cette notion de s'intéresser aux plus âgés qui transmet quelque chose, c'est ce qui me fait vivre en tant que gériatre depuis des années finalement. Il y a aussi Nathalie qui, elle, s'est intéressée aux objets. Et finalement, la beauté des choses, comme tu dis, Nathalie, non ressenties. Finalement. Et puis il y a Kim qui raconte des histoires, essentiellement Kim en tant qu'écrivaine, non pas qu'avocate, et qui raconte des histoires de quelqu'un à d'autres personnes. Et je pense ce qui réunit un peu toutes ces personnes ici ce soir, et ce qui nous réunit tous, c'est le fait de raconter. Raconter un rêve pour Joséphine, raconter un objet pour Nathalie, raconter une histoire. Mais pour faire quoi finalement? Pour partager définitivement, pour rassembler, au-delà de nos dissonances, et je reprends des mots qui ont été prononcés au moment du balado, pour être en harmonie avec nous-mêmes avant tout et aussi avec les autres et notre environnement. Et cette semaine, pour nous, à l'école d'été et aux étudiants, est vraiment le temps d'une rencontre du monde des arts, de la culture et des sciences, et notamment des sciences de la santé, pour se poser, prendre le temps, pour écouter, pour apprendre, pour comprendre, pour partager et pour transmettre, dont l'objectif est d'agir ensemble pour un mieux accompagner, un soutien des plus fragiles, en replaçant notre humanité, la manière dont on prend les soins des plus vulnérables au cœur de nos actions. Et ce soir, finalement, le but de cette réunion, de cette discussion, c'est de reprendre l'échange autour du thème « La beauté sauvera le monde », en se posant une question, car au final, la beauté sauvera le monde n'est pas une affirmation dans le livre de Dostoïevski, L'idiot, c'est une question. Et même à la fin, plus loin, on lit « Quelle beauté sauvera le monde ?» Et c'est un peu ça que je pose ce soir comme question. Finalement, pourquoi est-ce qu'il faut sauver le monde? Pourquoi le sauver avec la beauté? Et maintenant, je vous laisse la parole. Pourquoi sauver le monde? Bon, je vais briser la glace. Parce qu'il souffre un peu, je trouve. Voilà, en fait, ça me fait penser tout de suite à cet acte que vous avez probablement vu dans les médias et qui s'est déroulé au Musée des Beaux-Arts du Canada, donc tout récemment, avec un tableau donc d'un très grand peintre du groupe des Sept, Tom Thomson, qui représente une forêt canadienne, donc une œuvre très importante, donc d'un des artistes majeurs du Canada. Et comme vous l'avez peut-être vu, donc il y a eu un acte d'écoterrorisme, dirait-on, donc par un jeune homme, un groupe, donc qui est venu dans les galeries et qui a maculé donc la vitre qui protégeait la peinture de donc un acte, on dirait, de vandalisme. Évidemment, ce sont des appels au secours, hein, pour sauver donc un monde en feu, et notamment donc au Canada, avec ce qu'on a vécu cet été. Et ce que je trouve intéressant et bouleversant donc dans ces actes,
évidemment qui sont répréhensibles du point de vue d'un conservateur et d'un muséologue, donc de pouvoir s'attaquer aux œuvres, en même temps toutes les œuvres qui l'ont été, que ce soit Vermeer ou Van Gogh ou Monet, dans différents musées du monde, étaient toujours avec des glaces de protection. Je tiens à le dire parce qu'il y a d'autres actes de vandalisme qui, par contre, s'attaquent directement aux toiles. C'est justement parce que ces tableaux représentent la beauté et que cette beauté du monde est en train de brûler. Et ces jeunes ne savent plus comment nous alerter sur cette beauté menacée et donc s'attaquent à des images, à des tableaux, à des icônes pour nous choquer parce que ils savent que, au fond de nous, ces œuvres sont si importantes, si rares, si précieuses, que on ne peut pas attenter à cette beauté. Et si ces œuvres ne signifiaient rien, il n'y aurait pas de sens à ce geste-là. Il n'y aurait pas ce sens, il n'y aurait pas d'impact. Et pourtant, cet impact, tout le monde l'entend, tout le monde l'écoute, tout le monde le commente. Ce qui veut bien dire que ces œuvres-là, elles comptent. Même si on ne les connaît pas forcément, même si ces musées ne sont pas forcément près de nous. Et je crois que ces gestes-là donc, parlent de cette beauté nécessaire, essentielle, et du fait de l'effacer sous la peinture, de l'éradiquer, donc, est un drame. Et je trouve que ça parle beaucoup donc, de l'importance des œuvres et de l'importance de cette beauté qu'il faut préserver. Joséphine, ça vous fait réagir? Aujourd'hui, je passais sur la rue Beaubien, puis je regardais une jeune femme, qui peignait, le mur d'un édifice. Puis je me suis arrêtée un peu, puis je me disais, il habille, le mur de la bâtisse. J'ai dit pour que le mur devienne, pour que ce morceau de béton, devienne beau. Et puis, pour moi, la beauté, je la trouve partout. Je la trouve dans les arbres. Puis je trouve que les arbres ont beaucoup souffert avec les incendies, les coupes blancs. Puis je me dis, moi, l'arbre est très important pour moi. Je trouve beaucoup de beauté dans un arbre parce que je sais que l'arbre peut me parler si je sais l'écouter. Tout comme je trouve le caribou aussi beau. Parce que si jamais il nous quitte, si jamais il n'y en a plus, c'est comme si nous mourions nous-mêmes. Parce que le caribou, pour les Inuits du moins, c'était un animal sacré. Puis pour entrer en communication avec lui, il fallait s'adresser à son maître. Et puis de la façon dont on traitait le caribou, on faisait des raquettes. Puis la raquette, on a beau dire, c'est peut-être un objet, mais c'est de l'art quand même. Comment tu le tresses, puis comment tu prépares la babiche. Puis le cadre de la raquette est fait d'arbres. Et puis, le caribou, pour moi, là, j'en ai besoin, pour continuer à rêver. Ouais. Le rêve semble extrêmement important. Hein. Dans le temps du nomadisme, le rêve était très important parce que le rêve, ce que tu rêvais la nuit, te disais si tu allais faire une bonne chasse ou tu serais pas chanceux. Il y avait on est tous là, il y a des gens qui disent, moi je ne rêve jamais, mais on rêve tous. Donc, quand le chasseur ne rêvait pas, c'est sa femme qui rêvait à sa place. Et, tu vois, c'était toujours, quand t'es nomade. Sa femme était meilleure que les siennes. Non, écoute, dans les temps de famine, quand tout le monde était tombé trop faible pour chasser,
Tu sais, quand c'était limite, là, tu sais, qu'on allait tous mourir de faim, mais la femme donnait son sein nourricier à son chasseur pour qu'il puisse continuer à marcher. Tu sais, la femme, c'était... Tu sais, c'est dans tout ce qu'elle faisait que c'était une beauté. Et puis ça amenait la beauté de continuer à vouloir vivre. Ben voilà. Il y a un neuropsychiatre français qui s'appelle Roland Gori qui dit que l'œuvre d'art, c'est un rêve. Et le rêve, c'est quoi? C'est d'abord la capacité à se raconter un récit, et c'est aussi la capacité de raconter un récit aux autres, et donc de partager. Donc le rêve est central finalement pour nous. Et le rêve est basé sur cette beauté. Donc si cette beauté disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est drôle que vous mentionnez ça parce que je viens de voir le film Oppenheimer avec des acteurs extraordinaires, avec des moyens extraordinaires pour pouvoir créer ce film-là. Et oui, je connaissais la Deuxième Guerre, Hiroshima, un peu comme tout le monde. Évidemment, on ressent toute cette destruction des humains et de l'humanité et tout ça, mais la première fois que j'ai été aussi secouée, c'était pendant ce film-là. Malgré toutes les connaissances qu'on a eues, parce que le film était tellement bien fait. Et ce film-là était évidemment inexact. Parce que on raconte une histoire dont on choisit certains détails. On ne peut pas raconter toute la réalité. Et mon fils, très souvent, il me dit « Ah, maman, tu racontes... tes histoires, quand tu les racontes, sont jamais pareilles. D'une fois à l'autre. » Et là, je dis, t'es en train de dire que je suis pas, que je mens ou que je déforme la vérité. Donc, je l'ai pris très, très personnel. Et après, je me suis dit, non, on doit absolument donner le droit de raconter l'histoire de telle manière que le message en ressort et non pas l'histoire en elle-même, dans sa véracité. Et quand on se disait, oui, pourquoi sauver le monde? Et je crois qu'on essaie en fait de se sauver nous-mêmes. Et je suis tombée sur une carte postale comme ça à Londres qui disait « Protect me from what I want ». Alors, se protéger contre ce qu'on veut. Et le film Oppenheimer, c'était ça. C'est cette capacité des humains d'aller plus loin que loin, d'être plus grand que soi, plus grand que nature, aller jusqu'au bout de notre potentiel. Mais pourquoi faire? À la fin de la journée, c'est pour se détruire, n'est-ce pas? Et donc, je crois qu'en ce moment, on essaie de décroître, ou sinon viser la décroissance pour se sauver contre soi-même. Et je reviens de New York où mon oncle m'a emmené dans une place qui vend des vêtements de seconde main. Puis oui, on aurait aimé peut-être une nouvelle blouse que jamais personne n'avait portée avant, qu'on n'a pas besoin de réparer ou altérer, mais c'est là où il faut se retenir et dire non, tu peux porter quelque chose qui avait déjà été porté par quelqu'un d'autre. Et en fait, cette blouse-là porte peut-être une histoire de quelqu'un. Et pourquoi pas? Et donc, se protéger presque contre soi-même pour pouvoir viser cette décroissance. Sinon, on veut toujours plus. Vous êtes neurologue, vous devez savoir que, je sais pas, on m'a dit qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous pousse toujours à vouloir plus. Cette course vers Et New York, quand on atterrit, on voit cette ville extraordinaire, on admire le skyline, hein, c'est tous ces buildings qui poussent et on se dit les changements climatiques vont engloutir cette ville et on a déjà la peine, la grande tristesse que cette ville disparaît, mais en même temps New York représente la folie de nous de construire toujours plus haut, toujours plus. Encore et encore et encore. Et donc, je crois qu'en ce moment, c'est ça. C'est même pas sauver le monde. C'est sauver de nous-mêmes, en fait. Et c'est ça. Ma réponse serait ça. C'est se sauver soi. Oui. Ou sinon, se retenir contre soi-même.
Et Agnès Varda dit une journée sans voir des arbres est une journée foutue. Alors, je dirais une journée sans voir de l'art est une journée foutue. En fait, on pourrait dire qu'une journée sans avoir d'émotion esthétique ou d'émotion est une journée foutue. Parce que quand on parle de beauté, c'est un terme philosophique, presque platonicien, mais la beauté reste subjective. Et du coup, ce qui est important à une époque où on parle tant d'intelligence artificielle et de menaces, c'est de parler de cette intelligence émotionnelle qui nous rend très humbles par rapport à ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas maîtres en la demeure. Hein. Donc, je suis d'accord avec Kim. Donc, c'est aussi de se sauver de soi-même et le fait de pouvoir mieux comprendre cette émotion qui définit ce que nous sommes dans notre animalité, dans notre humanité, et qui fait que la plupart de ce que nous faisons, on parle d'Oppenheimer, on parle de menaces atomiques, vient aussi de ce que nous sommes en tant qu'humains, déraisonnables, incapables de pouvoir justement gérer ces émotions avec tous les biais positifs ou négatifs qui nous conditionnent. Ce mythe de l'homme rationnel, le sapiens sapiens, n'existe pas. Donc le cerveau est le serviteur du corps, il est soumis à sa mémoire, à sa culture, et avoir ces émotions, les comprendre, et non pas dans un songe, mais vraiment, quand on est face à une émotion esthétique, on est dans un rapport de conscience, je dirais presque d'hyperconscience avec son ressenti, nous aide justement à mieux accepter ses limites, à être plus humble par rapport à cette fragilité. Il y a une très belle une phrase de Sylvain Tesson que vous connaissez, il dit il n'y a rien de positif dans la décroissance biologique. Hein, je dirais et je trouve ça très juste, et notamment il n'y a rien de dans le biologique, il y a cette composante qui est celle que nous devons accepter, qui est profondément imparfaite. Et pour moi, cette question de l'intelligence émotionnelle, dans tous ces domaines, elle est fondamentale, ne serait-ce que pour pouvoir accepter ce que nous sommes et une certaine part d'humilité. Bref. Oui, travailler sur l'intelligence émotionnelle sauverait le monde, et en tout cas nous sauverait nous-mêmes. Mon oncle habite dans un loft dans Long Island City. En tout cas, c'est industriel. Ben, c'est plus industriel, c'est devenu trop chic. Mais auparavant, c'était des grands bâtiments avec des lofts. Donc, il y avait très peu d'arbres. Il y avait qu'un petit parc en triangle comme ça devant lui. Et maintenant qu'il est un peu plus vieux, il est architecte, il a 60 ans. 61, donc c'est pas très vieux. En fait, c'est mon âge. Mais on considère qu'il est plus vieux parce que je l'appelle mon oncle. Ben, il est mon oncle et il a un peu plus de temps. Donc, il a commencé à planter parce qu'il n'a pas de cour, il n'a pas de jardin. Donc, il a commencé par des petits pots devant chez lui. Et parce qu'il y avait des petits pots, il y a des gens qui sont venus pour lui donner d'autres pots en adoption. C'est-à-dire, on part en voyage et puis on quitte New York, donc on te donne. Donc, il a de plus en plus de pots. Il n'avait plus de place, donc il a commencé à planter, en fait, à apporter certains plants dans le parc. Et il les plantait dans le parc, en cachette, parce qu'on n'a pas le droit quand même de planter des choses dans le parc. Mais le parc a commencé à fleurir tellement que la ville elle-même lui a donné 600 bulbes de tulipes au printemps. Elle a dit, il ne savait pas comment planter 600 bulbes Mais bon, les gens ont aidé, les voisins ont aidé. Et aujourd'hui, ce parc-là, je l'ai connu il y a 30 ans. C'était un parc avec beaucoup de déchets, vous voyez, un peu abandonné. Et il n'y a personne qui s'assoyait là, à part ceux qui n'avaient pas de maison ou qui traînaient là, mais jamais avec le plaisir de s'asseoir là pour être dans un parc. Et aujourd'hui, imaginez que ce parc-là n'a plus besoin d'entretien. Il n'y a plus de déchets.
Les gens vont là pour regarder les fleurs et participer à cette idée de fleurs. Donc, probablement que la beauté peut nous sauver. En fait, c'est l'histoire de l'homme qui plantait des arbres de Giono, donc, que vous avez dû lire et surtout donc, que vous avez dû voir grâce à l'extraordinaire film d'animation de Frédéric Bach. Et je rebondis sur le parc Frédéric Bach qui a été fait sur une déchetterie et qui maintenant est un éco-parc tout à fait extraordinaire près de la Tohu à Montréal. Donc ça rejoint ce que tu dis. La beauté, il y a tellement de beauté et puis il y a tellement de plusieurs sens, plusieurs façons d'expliquer la beauté, parce que la beauté n'est pas que la beauté, il y a les beautés. Puis, moi, tous les vieux et les vieilles que j'ai enregistrés, quand ils me racontaient nos tmets, je les trouvais tellement beaux que je les accompagnais dans leur récit. Alors, avant d'avoir connu nos tmets, je l'ai d'abord marché dans les récits des aînés. Alors, quand pour la première fois, je suis allée avec un vieux chasseur de caribous, j'étais... Parce qu'il y a un aîné qui m'avait dit, si un jour tu vas dans la toundra, il dit, la toundra va te porter. Alors, quand je suis arrivée dans la toundra avec Ihuatohoe, puis je me suis rappelé des paroles de Msnape, qui m'avait dit, puis quand tu marches, sur le lichen, tu as l'impression que tu touches pas terre, puis tu vois tellement loin, puis là, j'ai pris connaissance que l'horizon existait vraiment, et l'infini aussi. Et puis j'ai vu des caribous pour la première fois, ça m'a pris un peu de temps, parce que j'ai pas les yeux d'un chasseur, mais ça m'a pas. Mais lui, il avait son regard, tout de suite, il a vu qu'il y avait 4 caribous. Tout de suite, comme s'il avait les yeux d'un adolescent de 18 ans. Moi, ça m'a pris, je pense, je sais pas combien de temps. Il a fini par me passer ses jumelles. Puis avec les jumelles, j'ai fini par les voir. Et puis, quand je les ai vus, c'était la première fois que je voyais les caribous. Puis je me suis dit, cordasse, que j'ai de la chance. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, si tu sais pas regarder, tu ne verras jamais rien. Très juste. Et puis, je le sais. Puis depuis qu'il m'a dit ça, quand je regarde, j'essaie de voir quelque chose, j'essaie de voir ce qui est beau dans ce que je veux voir. Parce que voir est important, mais pour ça, il faut regarder d'abord. Puis chercher ce qui est beau partout. Hein? Tu parlais des beautés et tu vois, la beauté est partout, mais aussi, comme tu dis, il faut savoir lui donner le sens et tu as utilisé le mot vieux et vieille. Hein? Ouais. Les vieux et les vieilles et tout ça. Et ces mots-là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un sens presque péjoratif quand on dit « Ah, je suis vieille » ou « Je suis vieux ». Mais toi, tu as injecté la beauté dans ces mots-là et tu dis « Non, c'est ce sont des guides, ce sont ceux qui vont nous transmettre quelque chose ». Donc, tu as donné un autre champ sémantique, ou sinon, tu as agrandi le champ sémantique du mot vieux et vieille, qui normalement, on évite. On dit la crème anti-âge, par exemple. Je trouve que non, c'est pro-âge, parce que ça travaille sur l'âge. J'ai écrit à une compagnie de crème. J'ai dit, vous devriez changer. Ça ne devrait pas être anti-âge. Il n'y a personne qui m'a répondu. En fait, non. Il y avait une petite lettre classique. Merci beaucoup pour votre message. Nous avons bien reçu votre idée. Merci. Et puis, bye. Mais donc, c'est aussi ça. Je crois que la beauté existe en soi, mais c'est aussi comment on injecte la beauté dans ce qu'il a devant nous. L'objet,
tu vois, un tableau devient tellement plus beau qu'on comprend toute l'histoire derrière, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce qui est très juste dans ce que dit Joséphine, hein, c'est qu'effectivement, donc il faut voir la beauté, il faut la. Donc il y a, c'est d'avoir cette quête. D'ailleurs, je pense que en langue autochtone, donc Oetara, donc veut dire donc sacré. Hein, il n'y a pas vraiment de mot pour art, mais c'est vraiment le cette notion que cet art, cette beauté, donc qui nous transcende, qui nous émeut, hein, donc, elle est, on doit c'est une quête. Et de ce point de vue-là, donc la beauté, elle n'existe pas de manière objective. Donc, on doit pouvoir la déceler, la chercher. C'est ce qu'on appelle aussi les parallaxes, c'est-à-dire donc des axes que l'on va utiliser, des perspectives pour pouvoir considérer donc un objet, une œuvre, une idée à 360 degrés. Et c'est parce que donc on va démultiplier donc ces parallaxes, ces perspectives, que l'on va donc justement approfondir, complexifier notre approche. Et c'est aussi une approche qui permet de valoriser beaucoup la nuance. Et la nuance, elle est si importante en ce moment. Il y a une phrase que donc Nietzsche disait: malheur à moi, je suis nuance. Et Sylvain Tesson, j'étais là-dedans, disait malheur à eux, ils sont binaires. Je trouvais ça intéressant. Ou honte à eux, ils sont binaires. Donc c'est aussi qu'on a une façon de considérer de manière très rapide, de manière manichéenne, blanc, noir, comme ces caribous là que l'on voit pas au fond, dans l'horizon. Donc on a une vision qui est très simpliste, hein, parce que notre cerveau nous amène aux chemins les plus courts. Hein, il est paresseux, il a des biais de cognition qui font qu'il va chercher à comprendre le monde de manière la plus efficace possible. Mais faire cet effort de regarder à nouveau, de chercher, de voir la nuance, la beauté, les gris, c'est tellement important. Mais c'est tellement important en tout. C'est tellement important dans nos conversations, dans nos débats, dans nos échanges, dans nos amours, dans nos amitiés, dans nos inimitiés. L'émotion amène cette subtilité, cette nuance-là, et nous permet justement de mieux l'oraliser, la conceptualiser, parce que cette beauté, elle n'est jamais une, elle n'est pas universelle, elle est toujours très personnelle. C'est comme dans ma langue, le mot beauté, ça n'existe pas, parce que tout était beau finalement, et puis tout était pur. Tout avait été donné. Alors, on n'a pas besoin du mot beauté quand tout est déjà beau et pur. Comment tu l'exprimes alors? Tu vois, je peux dire c'est beau en verbe. Elle est belle, il est beau. Mais c'est un verbe. C'est un verbe. Mais la beauté, le mot vocabulaire, beauté n'existe pas, ni liberté n'existait pas, ni racisme. Tu vois, parce qu'on n'en avait pas de besoin. On n'avait pas besoin de dire je suis libre. On était libre. Tout ça, puis on vivait dans la beauté de la terre et dans la beauté des animaux. Sauf, par exemple, tu vois, on a un esprit qu'on appelle Tihaquaquo, qui est une femme de l'espace, qui est très, très, très important, pour les chasseurs. Puis tu vois, quand le chasseur partait, il fallait qu'il se fasse beau. Que son costume de chasseur soit bien brodé, très bien peint. Il fallait que sur son costume de chasseur, ses rêves soient peints. Sur la peau de caribou, par exemple, ses mocs-logs, ses raquettes. Il fallait qu'il plaise à cette femme qu'on appelait Tihaquaquo. Parce que si le chasseur plaisait à cette femme,
Cette femme, il le trouvait beau, alors il lui donnait la direction où il trouverait la nourriture pour subvenir aux besoins de son groupe. Mais pour ça, c'est les femmes, c'est les femmes qui confectionnaient les vêtements de leur mari. Alors, ils les faisaient de façon à ce qu'ils plaisent à cette femme. Et est-ce que depuis, on a inventé un mot pour liberté ou non? Là, on dit maintenant, je suis maître de moi. Oh, pour liberté. Il n'y a pas le mot liberté, mais c'est, tu sais, l'inouïmont, c'est une langue de verbe. Alors, pour parler que tu es libre, tu dis, je suis maître de moi. Et puis c'est vrai. Oui. Non, mais un mot, j'aime tellement les mots. Ben oui, évidemment. Je ne sais même pas pourquoi je vous l'annonce. J'aime tellement les mots parce que les mots nous permettent d'aller comprendre vraiment la petite sensation qu'on vient de vivre ou la petite émotion ou la petite, non, la grande et la petite, la profonde comme la légère. Mais elle nous permet justement d'aller dans ces nuances-là et d'aller chercher cette compréhension. Et chaque mot, comme tu dis, révèle la réalité de l'endroit ou de la culture. L'exemple que je donne souvent, c'est ça, le mot gourmand et gourmandise n'existe pas en anglais. Parce que en anglais, on mange pas avec culpabilité et plaisir en même temps, n'est-ce pas? On n'a que gluttony qui est juste coupable. Il n'y a pas de plaisir. Et même le mot gourmandise a été emprunté du français, est devenu également seulement coupable. Il y a plus aucun plaisir parce que ça ne fait pas partie de la culture anglophone de manger avec plaisir. Et coupable. Il faut que ce soit ensemble. Nous, on aime ça, le mélange des deux. Et donc, si on est unilingue anglophone, comment est-ce qu'on peut ressentir cette sensation-là du plaisir et du coupable? C'est très juste parce que les mots enferment dans chacun des langages leur propre imaginaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions ou d'incompréhensions qui se basent sur des mots ou des traductions que l'on ne comprend pas vraiment. Quand on n'est pas parfaitement polyglotte ou quand on n'a pas une connaissance approfondie et subtile, d'où l'art de la diplomatie. Mais je dirais que pour revenir aux arts, donc évidemment, donc ce qui touche avec la musique, avec les œuvres d'art visuel, avec le cinéma, avec la danse, c'est que justement, on est au-delà de l'imaginaire des mots qui parfois donc nous cadenassent, nous enferment dans un imaginaire, alors que donc cette communication directe donc de la musique qui est plus rapide que la raison, si je puis dire, sur notre système émotionnel, fait en sorte qu'on est capable de pouvoir donc communiquer, on est capable d'activer donc notre système empathique de neurones miroirs pour pouvoir donc se connecter au-delà des mots. Et c'est ce qui va faire que l'on va pouvoir ensuite trouver donc toutes ces passerelles donc pour pouvoir s'entendre, qui se construisent phrase après phrase, donc pas après pas. Donc c'est pas évident de se comprendre. Mais l'art de ce point de vue-là, c'est le langage, si je puis dire, donc la connexion universelle. Donc je suis cette émotion esthétique là, donc et j'irai au-delà donc avec la beauté animale, la beauté donc de la nature, la musique. Voilà. Sans même comprendre, sans être musicologue, on est touché par la musique, sans connaître donc la culture de Joséphine, on est touché par ce qu'elle nous dit. Et c'est bref, donc c'est pourquoi donc cette beauté donc elle nous sauve parce que donc elle nous connecte. T'as raison. On devrait commencer toutes les réunions
avec la musique. Et ça règle tous les problèmes. Et, je vous Et la donne nourriture. Et la nourriture. Mais je vous donne un exemple. Mon amoureux, quand je venais de le rencontrer, la première chanson, il est pas musicien, mais il joue très bien au piano, il chante et tout ça. La première chanson qu'il m'a chantée au piano, c'était, je sais plus c'est quoi le titre, mais la première phrase, c'est « Puisque nous ne vivrons jamais ensemble ». Okay? C'est de Francis Cabrel. C'est quoi, mon amour? L'encre de tes yeux. Donc ça, c'était sa première chanson pour moi, puisque nous ne vivrons jamais ensemble. Mais j'étais quand même charmée parce que c'était la musique et en fait, je crois que mon intellect a complètement oblitéré cette phrase-là. Et j'ai juste écouté le reste. Et Kim, je vais... La chanson, c'est un beau poème aussi. Mais oui, mais il commence avec ça. Il y a un... Ça a marché quand même. Pour dire à quel point donc la musique donc est reliée donc à ce que nous sommes en tant qu'être animal et d'émotion. Je reviens là-dessus. Donc il y a donc un reportage donc que j'ai pu voir donc grâce à ma fille donc sur donc un pianiste donc qui professionnel donc qui joue dans une nurserie ou un espace où l'on traite des éléphants qui ont été maltraités, donc qui ont vraiment des problèmes de violence, donc qui ont été et qui se trouvent en Thaïlande. Et donc ce pianiste donc, a donc dans son travail donc il amène son piano à roulette donc au milieu des éléphants hein, et donc il joue donc et les éléphants donc s'approchent de l'instrument et du pianiste. Et ce qui est assez extraordinaire, donc il y a une connexion qui se fait. Voilà, donc il y a une connexion qui se fait, donc tout d'abord avec des animaux qui sont craintifs. Il y a une connexion qui se fait sur le rythme. On comprend bien que le rythme, donc c'est donc il y a vraiment nous anime. Qu'on soit humain, qu'on soit enfant, bébé, ou bien qu'on soit éléphant. Et même, il y a un moment qui est très émouvant, puisqu'il y a en fait un éléphant aveugle qui pleure. Donc bon, c'est assez particulier, mais c'est réel, hein, c'est extrêmement sérieux. Vous pouvez regarder ça sur donc France Culture. Et cette réalité-là, donc de cette musique, de cette danse, de ces parures, donc qui nous fascinent, qui nous émeuvent, elle est profondément ancrée dans notre plexus. C'est notre nature animale hein, qui nous rejoint là, au-delà des humains. Hein. Est-ce que vous me permettez d'intervenir sur ce thème rentrer dans Désolé, discussion. on vous a oublié. Non, mais c'est assez extraordinaire parce que mon rôle est un peu de refaire du lien par rapport à ce qui a été dit durant cette semaine sur les effets de l'art. Et puis, on a eu toute une matinée sur la musique, les effets de la musique, définitivement. Et puis, il y a quand même une information. Isabelle Pérez, qui est professeure de psychologie à la Fac des Arts et des Sciences, qui est une musicologue qui travaille beaucoup sur ces effets et qui fait de la cognition musicale, a fait comme un état des lieux de ce qui se passait, pourquoi cette musique nous apportait finalement. Donc, avec la musique, il y a une première dimension qu'on connaît tous, qu'on va appeler cognitive et psychologique. D'accord ? Le fait de percevoir de la musique, d'avoir un sentiment, une sensation, de l'intégrer comme quelque chose d'agréable, va avoir des effets très bénéfiques sur notre santé, définitivement. Anxiété, douleur, rythme cardiaque, etc. Il y a une autre dimension aussi qu'on oublie derrière la musique. En dehors de la musique, de cette résonance, il y a le rythme. Il y a des rythmes. Et on est des individus faits de rythmes biologiques. Et il y a des résonances dans les rythmes de la musique et dans nos rythmes. Puis la dernière info qu'elle nous a donnée, qui est tout à fait nouvelle, c'est qu'il y a des recherches qui commencent à démontrer que finalement, derrière cette musique qu'on trouve jolie, derrière ces rythmes, c'est des vibrations. Et les vibrations de ces musiques peuvent influencer le développement des cellules. Donc on n'est plus du tout à une échelle cognitive et psychologique, on n'est plus du tout à l'échelle d'un rythme biologique, on est à l'échelle cellulaire. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis dans les discussions qu'on a eues après, et j'écoutais beaucoup Joséphine sur des interviews sur YouTube que vous avez menées, vous disiez qu'il y a un instrument magique, il y a un instrument de transition qui est extrêmement important dans votre culture, qui est le tambour.
qui est le tambour, parce qu'on joue le tambour au même rythme que notre cœur. Donc, si nous sommes vivants, c'est parce que notre cœur vibre et il est rythmé. Non? Ouais. Oui, bien sûr. Et ce qui était extraordinaire... Pour être vivant, il faut que notre cœur soit rythmé. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans les échanges du matin avec les étudiants, tous les matins entre 8h et 9h, on fait un débriefing de ce qui a été dit dans la journée. On a une étudiante avec qui on discutait qui disait ben, « Moi, mon grand-père était pygmée et le rôle dans cette culture, dans ce peuple-là du tambour était important pour accéder à une autre dimension. » Et donc, la forêt africaine équatoriale, les Inuits au Canada, au Québec, utilisent le même objet pour entrer en connexion dans un autre état. Et donc, on est sur une histoire de rythme, le tambour, la vibration. Il se passe quelque chose, ça nous connecte avec une nature, ça nous connecte avec notre propre rythme. Ouais, c'est très juste. C'est une belle vision d'Isabelle sur notre rythme biologique qui résonne, qui rentre en résonance avec des rythmes musicaux. Et on le sait. Donc, quand on entend une musique rythmée, en fait, ça permet d'apaiser les patients, de les calmer. Donc, il y a un effet physiologique qui est incontournable, mais qui rejoint notre rythme vital. Très juste. Vous savez, pendant la guerre, comme partout, je crois, quand il y a des longues marches en forêt pour bouger d'un point à un autre, les meilleures chansons vietnamiennes encore aujourd'hui étaient des chansons écrites pendant ces marches. Pendant cette guerre-là, pendant que le sang coule, les bombes tombent et tout, et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, il y a plus de guerre depuis 1975, donc presque 50 ans, il n'y a plus de grandes chansons vietnamiennes qui restent. Les grandes chansons qu'on chante encore aujourd'hui, c'était des chansons pendant la guerre, parce qu'il y avait ce rythme. Et probablement ce rythme biologique où il y a une urgence de vivre, sinon de survie. Et là, on allait dans le profond. Alors que, non, les Vietnamiens, normalement, on n'a pas de rythme. Je crois qu'on a juste 3 accords. Et puis, voilà, à peu près la même musique. C'est pas très développé, mais les chansons pendant la guerre, par contre, il y a ce rythme que tout le monde est capable de reproduire et chanter. Même moi qui n'ai pas de voix. Mais quand vous parlez de vibration et de rythme, je pense aux mots, parce qu'il y a beaucoup de mots. Le français est une langue apprise, hein, dans mon cas, comme l'anglais, comme le vietnamien aussi, parce que j'ai quitté trop jeune. Et parfois, très souvent, je ne comprends pas le mot. J'entends d'abord le mot et il faut que j'aille chercher dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup les mots que je ne comprends pas tout de suite, mais que je trouve beaux, avant même de connaître le sens, comme le mot mélancolie. Si on ne connaissait pas le sens du mot mélancolie, il y a un rythme, il y a une suite de sons qui est extraordinaire à l'oreille. Et après, on apprend le sens du mot. Et mon amoureux m'a offert le mot subreptice et subrepticement. Et donc, avant même que je comprenne ce que ça voulait dire, je suis allée chercher dans le dictionnaire, évidemment, et il n'avait pas tout à fait la bonne définition. Mais bon, ça, c'était une autre discussion. Mais juste le mot, juste ce son-là, il y a quelque chose, ça vient, c'est le côté sensoriel de notre corps qui répond d'abord. C'est ce qu'on va appeler un peu la prosodie de la parole. La manière dont on va utiliser le son, le ton, et on peut communiquer avec des personnes qui ont des troubles neurocognitifs majoritairement sévères en prononçant des phrases, mais en donnant une prosodie, en insistant sur des sons, en formulant une question, en donnant une affirmation, et on arrive à avoir cette communication. Alors, ça marche bien en français, ça marche en anglais. Est-ce qu'en Innu, on peut avoir ce type de comportement dans le langage, de cette notion du rythme de la parole qui fait qu'on va dire quelque chose? Tu vois, quand j'enregistrais les aînés,
je le savais quand il racontait des récits anciens, tu sais, des récits de vie, mais quand ils arrivaient, tu sais, c'est qu'ils racontent des mythes fondateurs, des mythes ou des légendes, mais ils changeaient de ton. Puis là, je disais, no mo homo no comme. J'ai dit, c'est-tu un Atlogan? Puis j'avais toujours raison. Parce que ils avaient changé leur ton de voix. C'était pas comme, tu sais, c'était pas raconté. C'était une autre façon Puis je pense qu'ils le faisaient aussi pour les enfants. Tu sais, tu sais, que les enfants s'habituent que ça, c'est un Atlogan, mais ça, c'est un Tabajmo. Tu vois, c'est deux façons de raconter. Mais il y en a un où le ton change. C'était important. Quand j'ai compris ça, j'étais tellement fière de moi. Moi, je dirais, mon fils autiste qui est non-verbal, non, il communique avec des sons. En fait, il communique. Est-ce qu'il veut communiquer? Parfois, non. C'est lui-même qui fait des sons pour sa propre stimulation. Et il y a un rythme très précis. Et selon les sons, selon le rythme, je sais s'il est confortable, inconfortable, heureux ou en train de se remémorer sa journée ou quoi que ce soit, seulement par le rythme et le son. Et je suis fière aussi quand je comprends puis que j'ai raison. Parce que c'est une autre langue. Oui. Prosodie, comment vous l'appelez? Ça veut dire quoi? C'est ça. Là, tous les deux, on est comme Le prosodie. rythme et le ton de la parole. Ouais, c'est un peu la musicalité, en Oui, fait. la musicalité, tout à fait. Et pardon, la musicalité de la parole. Et au-delà de la musicalité, on s'est tous rendu compte durant la pandémie, notamment avec les sujets âgés, les vieux, que quand on avait un masque, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. On retirait le masque, ils comprenaient. Ces gens-là ne savaient pas lire sur les lèvres. Donc, le mouvement des lèvres, l'expression qu'on va avoir est un outil de communication majeur. On pense toujours au langage, mais il y a tout un environnement autour de ce langage qui permet de comprendre quelque chose indépendamment du mot. Et donc, on est bien en connexion avec l'autre, avec quelque chose qui nous dépasse, avec quelque chose de très subjectif, avec quelque chose d'implicite, finalement. Et c'est ça qu'on essaye de refaire retravailler dans cette école d'été. Je vends le produit école d'été. Cette sensibilité, cette émotion, d'accord? C'est ce fait qu'il faut rester connecté avec les autres, rester connecté avec le monde et travailler cette subjectivité. Et Nathalie l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire on vit dans un monde qui va très très vite, on parle d'intelligence artificielle, et on parle du mauvais biais cognitif. Et j'ai fait une intervention sur ça, puis j'ai dit bienheureux le biais cognitif, qui démontre que nous ne sommes pas des machines, que nous sommes capables d'introduire de la subjectivité inconsciemment ou consciemment, mais qui va nous faire prendre de bonnes décisions. Et si on prend une mauvaise décision, c'est quand même notre décision. Donc cette subjectivité, elle est majeure dans nos comportements. Et si on arrive à mêler notre subjectivité avec cette rationalité, on arrive à un juste équilibre dans nos prises de décision. Et je suis tellement d'accord, évidemment. Et c'est un sujet qui, étonnamment, est assez peu étudié. Ou là, je pense à un livre de Dominique Moisy qui s'appelle La géopolitique de l'émotion, que je vous recommande, qui est tout à fait remarquable, et qui explique cette géopolitique, mais sous l'angle émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos, même à un certain niveau de décision. Donc l'émotion l'emporte et on le sait quand on regarde nos médias au jour le jour, quand je reviens à cet acte d'écoterrorisme, donc c'est l'émotion qui l'emporte et c'est une émotion qui parle à une autre émotion. Et dans notre quotidien, nos émotions nous forme et nous dirige quelque part, autant, parfois même plus que la raison. Et je crois que c'est un piège que de ne considérer que l'intelligence artificielle et de ne parler que de cela, alors qu'en fait,
beaucoup de nos problèmes viennent aussi, ou de nos joies, de notre poésie, viennent de cette capacité que nous avons à être subjectifs, émotionnels, et sans que l'on l'accepte vraiment. Et il faut jamais oublier, par contre, de rire. Je trouve que, tu sais, rire, c'est une action, une des actions les plus extraordinaires à vivre. Tu sais, rire, tu sais, c'est une émotion qui nous fait, tu sais, qui nous fait rire. Moi, j'adore le rire. Ben, je suis nous, là. C'est ça qui, tu sais, le rire nous a sauvés souvent de la misère. Oui. Rire, définitivement, c'est prendre du recul par rapport à une situation. Ouais. C'est faire une autocritique. Et on pourrait retracer, en fait, sur ce que vous dites, sur ce qu'a fait ici le théâtre, et puis Maud, notamment, le masseur, qui, à Pessamit, essaye d'implanter des ateliers de théâtre auprès des jeunes, d'accord ? Et puis ils arrivaient avec des protocoles de théâtre, et puis finalement ça a marché que lorsque les jeunes se sont mis à se moquer un peu des vieux. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de thérapies avec des clowns, notamment dans des services pour la jeunesse. Il y a de nombreuses associations, et quand on dit que le rire est le propre de l'homme, c'est faux. On le sait. Les animaux, notamment les primates, rient. Les chiens rient. À un niveau neuroscientifique, le rire génère toutes sortes d'effets positifs pour la santé, des effets biochimiques qui sont connus. C'est rire, manger, aimer, voir la beauté, tout simplement. C'est effectivement, en tout cas, ça peut nous sauver si ça ne sauve pas le monde. Il faut que tu racontes l'histoire quand tu as été congédié et que tu as ri. Et tu m'as raconté ça quand on s'est rencontrés la première fois. Et c'est là où je suis tombée complètement en amour avec Joséphine. C'était ton premier emploi, je pense. Oui, c'était. J'étais foutue 3 fois dehors. Pas juste une fois, c'est ça. Un jour, tu sais, j'arrivais en retard, et puis, tu sais, puis j'arrêtais pas de, tu sais, je rigolais tout le temps avec tout le monde, puis je faisais quelquefois des petites erreurs de frappe, et puis c'est ça. Puis à un moment donné, au bout d'un mois, tu sais, de coordonnateur de cette compagnie d'assurance, il me fait venir, mais il dit, je pense pas que je faisais, comme on dit ça en français, attends, ben, je peux le dire n'importe comment, OK? Que je fitais pas, tu sais, dans la job que je faisais. C'est le meilleur mot, tu sais. Puis j'ai dit OK. Fait que, puis j'ai dit, je viens pas lundi. Fait que, ils me disent, oui, c'est ça, tu reviendras pas lundi. Alors, quand vendredi est arrivé, je suis allé voir tout le monde pour leur dire au revoir. Il m'a fait revenir dans son bureau pour me dire finalement que je pouvais revenir. Il m'a fait ce coup 3 fois. Puis, il m'a mis vraiment 3 fois à la porte. Que, tu sais, ce qui est extraordinaire, tout ça, que c'est finalement moi qui a donné ma démission après la... J'avais trouvé un autre travail, mais là, ça ne marchait pas plus. C'est ça, tu disais qu'il ne comprenait pas que tu souriais, alors qu'il te disait, ben, il revient pas lundi, puis là, tu as souri ou tu as ri. J'ai dit, tu sais,
Je me suis dit, je vais en trouver un autre, de toute façon. Hein? Ouais. J'ai été invitée à faire un documentaire sur notre fuite du Vietnam et tout ça. Puis ma tante était là avec moi. Elle avait peut-être 23, 24 ans avec un bébé de 5 mois. Donc, à l'époque, on s'est enfui. Et donc, elle est retournée avec moi sur cette quai d'où on a quitté le Vietnam. Et là, elle me dit comme ça, j'ai dit, est-ce que tu avais peur? Parce que j'étais trop petite, j'avais 10 ans, donc la conscience était là, mais pas tant. Alors, je voulais lui demander à elle, qui avait 23 ans, mère d'un petit bébé avec son mari qui quittait avec nous, j'ai dit, est-ce que tu avais peur de mourir? Elle dit, mais on savait déjà qu'on allait mourir. Et puis, elle était souriante. Et le réalisateur qui était québécois, j'allais dire de souche ou voilà, de Radio-Canada, il a dit, coupez, est-ce que tu peux recommencer parce qu'on n'a pas bien compris. Elle a dit la même chose, on savait déjà qu'on allait mourir. Et elle dit, et la troisième fois, elle dit, OK, nous, on comprend pas pourquoi il y avait ce sourire avec le mot mourir, à part que ça rime, ça marche pas comme idée. Et c'est toujours un peu comme vous dites, il y a un recul, mais il y a aussi une façon pour masquer la vraie émotion, parfois. C'est une fuite extraordinaire vers l'avant, déjà. Alors, elle dit, oui, donc, oui, mourir, ça fait partie de l'histoire, quoi. Puis ça fait partie de la vie aussi, quoi. Que serait la vie sans la mort et inversement, hein? C'est cette dualité que l'on a. De toute façon, aussitôt qu'on vit au monde, ça peut pas ça peut pas finir autrement que par qu'on meurt, hein? Ben oui, une chance qu'il y a une fin. Moi, Sinon, c'est quand même long. L'infini est trop long. Mais à moins qu'ils me disent, non, moi, ça me dérange. Tu sais, la mort ne m'effraie pas, ne me fait pas peur. Puis je me dis, tu sais, enfin, tu sais, je vais pouvoir maigrir. Il ne restera que mes os. C'est long, tu sais. C'est long aussi. Ça arrive pas tout de suite, là. Je sais pas combien d'années, hein. Il faut une couple d'années. Ouais, un petit peu. Ça, c'est parler de la mort justement. Donc, Joséphine parlait de la vieillesse, donc qui me parlait donc de la mort. Donc, ce sont des sujets qui sont très tabous dans nos sociétés et dont on parle peu. Et pourtant, donc, qui nous touchent, qui nous émeuvent, et d'autant plus qu'ils sont tabous. Donc, on est encore plus vulnérable ou fragile. Et c'est là où justement le rire, l'art, donc est si important. Et donc toi, tu le sais très bien, Olivier, qui travaille beaucoup en gériatrie, donc sur ces questions qui sont évidemment incontournables. Et l'importance du rêve dans tout ça, dans la mort, parce que il y a un psychiatre qui dit, quand on perd quelqu'un de cher, on sait qui on perd, on ne sait pas ce que l'on a perdu. Et pour comprendre ce que l'on a perdu, il faut rêver, se raconter cette histoire de l'autre, pour l'intégrer, pour l'exprimer, le raconter aux autres. Et je trouve ça très joli, finalement. C'est facile. Oui, j'ai perdu, par exemple, ma mère. Mais qui j'ai réellement perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Toute cette démarche qui continue après le départ de l'autre est important. Et donc, se garder cette capacité de rêver et de raconter cette histoire aux autres, on est encore dans le récit et raconter. Dans la tradition vietnamienne, dans toutes les maisons, on a un autel des ancêtres. Donc, les morts sont présents tous les jours dans la maison avec nous et leurs histoires continuent à être racontées tout le temps. Et chaque fois, c'est la transmission. Et chaque fois que je visitais les grands-parents paternels qui habitaient un petit peu plus loin, il y avait une salle au complet réservée aux ancêtres. Et à chaque fois que j'y allais, ma tante va présenter à grand-oncle X, Y, Z. Puis tu sais, il y en a une qui avait un rouge à lèvres devant la photo de la personne qui était décédée. Et j'ai dit, mais pourquoi elle a un rouge à lèvres? Elle dit, elle, c'était la plus coquette. Elle ne sortait jamais de la maison sans rouge à lèvres. Et vous imaginez, dans les années
30, 40, 50, le pays toujours en guerre. Et cette femme qui tient à avoir son rouge à lèvres, c'était extraordinaire. C'était un objet importé, c'était un objet très dispendieux et rare, mais elle avait toujours son rouge à lèvres. Et on m'a raconté que le jour de son décès, dans son lit, elle était une jeune femme encore, elle avait son rouge à lèvres à côté de son lit, parce qu'elle est morte pendant son sommeil. Et même là, il y avait ce rouge à lèvres très près d'elle. Et donc, sur l'autel des ancêtres, il y avait ce rouge à lèvres devant elle. Donc, son histoire a continué. Et ce qui nous enlève la peur de la mort, je crois. Je suis un peu comme toi, j'ai pas peur de la mort. Et puis, voilà. Moi, quand notre père est mort, mon père, il s'est marié 3 fois. C'était une femme, deuxième, 3. Puis, quand il est mort, en tout cas, on n'a jamais autant ri. Pas parce qu'on reste réveillé. On fait de veille au corps, qu'on dit. On veille toute la nuit. Puis, fait que là, j'étais là avec mes frères, toutes mes sœurs. On était tous ensemble. Mon Dieu, ce qu'on a eu du fun. Puis là, il y avait puis là, on voyait des vieilles qui arrivaient, là. Puis là, on arrêtait de rire parce qu'il fallait dire le chapelet. Après, quand tout était fini, on recommençait à rire. Puis, de rire aussi, ça te donne du courage. Hein? C'est des moments de rire. Moi, j'adore le rire parce que je préfère rire que d'être triste. Puis d'aller chercher des émotions qui me font de la peine, alors que le rire, ça peut être n'importe quoi. Puis, tu vois, tu parles de rire, puis c'était vraiment dans les situations les plus extrêmes que mon père a raconté le plus de blagues. Et c'était, aujourd'hui, il en raconte moins que quand on était dans le camp de réfugiés. Tous les matins, il y avait une histoire quelconque. Il dit, il y en a un, oh mon Dieu, je vous raconte la pire anecdote, je sais pas pourquoi celle-là, elle me vient en tête. Ah oui, il y a ce garçon, il arrête pas d'uriner sur sa femme. Et sa femme est venue se plaindre à moi. Et il y avait la Suède qui acceptait, en fait, n'acceptait que les familles qui avaient une personne avec un handicap quelconque. Et donc, il a proposé cette famille, ce monsieur qui urinait sur sa femme, et dit, toi, t'es handicapé, tu devrais aller en Suède. Et parce qu'il a proposé et a donné ce titre, le mec, il a arrêté d'uriner parce qu'il n'y avait pas de toilette. Vous imaginez un peu oui, mais quand même, il y avait une perversion ici. Et le matin, les gens essayaient de faire des exercices, du tai chi. Et le tai chi, je pense qu'il faut dire des mots, hein, le soleil, le vent, ou je ne sais pas trop. Mon père, il n'a aucune idée c'était quoi le tai chi, mais lui, il en faisait juste dans notre coin à nous et il nommait la nourriture. Toute la nourriture qu'on n'avait pas dans le camp. On n'avait que du poisson et on n'avait même pas de l'eau. Donc, il nommait tous les plats extraordinaires. Et donc, on avait toujours hâte à son tai chi parce qu'il nous faisait tout un menu. Voilà. Et puis, on riait alors qu'on avait faim. Mais on a oublié la faim parce qu'on a passé ce temps à jouer avec lui, à faire du tai chi et nommer des plats, quoi. Je me souviens d'une anecdote de Simone Veil, donc la politique, la femme politique française, qui a été donc internée dans un camp pendant la guerre, puisqu'elle était juive. Et en fait, elle racontait qu'avec sa sœur, puisqu'ils ont réussi à survivre, et notamment, elle se racontait des plats incroyables, donc qu'elle n'avait pas, bien entendu, et qui les faisaient rêver. Et donc, elle décrivait les plats, donc elle se faisait saliver, donc avec le rêve, donc de pouvoir les manger. Donc ça paraît un peu presque masochiste, mais en même temps non. C'est le contraire. Au contraire, voilà. Le pouvoir du rêve. Vous avez parlé de l'art de raconter le rêve. Ouais. Le rêve est un récit, définitivement, quoi. Il y avait Simone Veil, mais cette fois-ci la philosophe
du début du 20e qui disait que le rêve consiste à se préparer à la vie réelle et à retrouver nos valeurs humanistes. Attendez, encore. Je disais, le rêve consiste à se préparer à la vie réelle et à retrouver nos valeurs humanistes. Je trouve ça très joli, ouais, très très joli. Et pourquoi donc Et pourquoi les valeurs humanistes? La valeur à intégrer, à comprendre l'autre, à prendre soin de l'autre, à écouter l'autre, à comprendre ses comportements. Il y a Marguerite Mead, qui est une anthropologue, qui posait toujours la même question. Et j'ai posé la question ce matin aux étudiants pour leur dire, écoutez, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ça. Et on parle d'art et finalement on n'est pas dans l'art, on est dans l'anthropologie là. Et elle disait, c'est quoi le premier signe de la civilisation? Question ouverte. Si vous connaissez la réponse, vous la donnez pas. Je pense que tu nous l'as donné, non? J'ai dû l'inventer. Je sais pas pourquoi, il me semble que Nathalie me l'a déjà dit. C'était quoi le premier signe de la premier signe de la civilisation. civilisation. Ouais, le premier signe de la civilisation. Alors, c'était la discussion qu'on avait ce matin avec les étudiants. Je dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ça faisait partie du cours d'Aspasia Karalis sur comment on voit, on interprète les choses. Mais c'est civilisation ou culture? Civilisation. Parce que civilisation Quelle n'est est pas la une culture. Donc, normalement, les civilisations commencent avec les villes, en fait, avec les organisations sociales. Oui. Donc, avec le langage, les cités-États sumériennes. Normalement, oui, tout à fait, ouais. on les fait débuter là. Ouais, alors, ce matin, dans les études, on avait, c'est un peu les bâtisses. Après, on était sur l'art, les peintures rupestres dans les grottes. Et finalement, pas. Le premier signe que disait Margaret, c'était le fait d'avoir trouvé un fémur cassé et guéri. Ça voulait dire que quelqu'un avait pris soin d'une autre personne qui était fragile et avait survécu. Oh. Mais est-ce qu'on peut parler de civilisation animale à ce moment-là? Parce qu'il y a aussi des... Oui. Le regroupement d'individus entre eux et le fait de s'intéresser à l'autre. Parce qu'on parle de plus en plus à l'heure actuelle de cultures animales, et ce sont vraiment des notions, d'une part, de la personnalisation des animaux, on les aborde d'une manière très générique et finalement très caricaturale. Maintenant, donc on voit davantage les autobiographies animales, donc pour citer Éric Baraté, qui est remarquable, donc je vous recommande tous ses livres. Et il y a aussi cette approche des cultures animales, qui ont été très étudiées par différentes femmes primatologues notamment, et qui permet de voir que les comportements sont aussi liés à des territoires donnés, à des générations données. Et à ce sujet, je vous recommande un documentaire absolument fascinant qui s'appelle La loi du lion, et qui montre différentes familles ou tribus entre guillemets de fauves, qui ont chacun leur spécificité de chasse, leur spécificité de comportement. Certains sont nomades, d'autres sont plus sédentaires, et donc on voit qu'il y a des cultures animales. Et en fait, la naissance de la culture, si on en parlait à Antonio Damasio, qui est un immense scientifique, il dirait ça commence à partir de l'organisme mono-unicellulaire. Donc c'est à partir de là qu'il commence à y avoir différents types de cultures qui se différencient les unes des autres. C'est très fascinant. Alors où est la différence entre culture et civilisation? Donc ça c'est la question que je te renvoie. Alors là, je n'ai pas toutes les réponses, bien au contraire, et j'apprends tous les jours, évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'était cette notion de prendre soin de l'autre. Et je crois que Joséphine, vous avez une anecdote au sujet des ours, non? Où le vieux prend la place, non? Oui, si vous pouvez nous la raconter. D'hiver, ça arrivait surtout l'hiver. Il arrivait parfois qu'il n'y avait pas de nourriture. Alors, il y avait des ours, parce que l'ours, pour nous, c'est notre grand-père ou notre grand-mère. Alors, il trouvait une grotte, le terrier de l'ours, puis l'ours, il marque l'endroit où son habitat est. Alors, tout le monde est allé voir. Alors, c'était un vieux qui criait « Sors, grand-père ».
3 fois. Puis s'il sortait pas au bout de 3 fois, alors il disait « Sors, grand-mère ». Parce que c'était peut-être une femelle. Puis là, tu t'entendais l'ours qui sortait. Alors le vieux qui l'avait appelé, ben, il s'est changé leur place. Puis là, c'est comme si la grand-mère ou le grand-père, tu sais, des grands-parents, c'est toujours fou de ses petits-enfants. Alors, il se donnait pour la survie de ses petits-fils, ses petites-filles. Mais Et puis, tu sais, les aînés me racontaient que le passage... Ah, OK. Ouais. Je mets le micro parce que je Ok. suis sûre que tout le monde veut t'entendre. Il paraît que le passage, quand l'ours il va pour dormir, là, il y a la place que pour lui, tu sais, pour que lui puisse s'y rendre. Mais quand ça se passe, là, l'hiver comme ça, et les deux se rejoignent en même temps, puis ils ont de la place pour tous les deux. Donc, puis là, l'ours tu sais, se donne pour nourrir ses petits. Et puis quand l'aîné qui est rentré dans le terrier, tu sais, il sait que... Sauf que il ressort après, mais c'était, je ne sais pas comment vous dire ça, dans Nino, ça irait bien, mais sauf que ce vieux qui a donné, qui a échangé, lorsqu'il a échangé sa place avec cet aîné qui avait pris la place de l'autre, pas longtemps après, ben, il savait qu'il allait mourir. C'était une façon d'être reconnaissant avec le grand-père ou la grand-mère qui avait accepté de se réveiller pour nourrir le groupe. C'était comme ça. c'est tellement juste et encore une fois c'est pour flouter donc ces frontières entre l'être humain rationnel versus l'animal instinctif, parce que ces notions de justice, de moralité donc existent, donc d'alliance politique, si vous voulez, pour utiliser des mots humains, donc existent. Donc chez les animaux, il y a beaucoup d'éthologues qui travaillent depuis longtemps d'ailleurs sur ces sujets. Là, je pense à Franz de Waal, qui est un des plus connus, mais il y en a d'autres. Donc ces notions donc que l'on qualifie, qui nous permettent de différencier donc ce que nous sommes, l'Homo sapiens sapiens versus donc les animaux. En ce moment, ben elles sont en train de se distendre, de se flouter, parce que après, pendant des siècles, avoir je parle pas donc de l'animisme, du chamanisme et de bien d'autres religions, et notamment en Extrême-Orient, donc qui ont un rapport très différent et très instructif. Mais dans les cultures occidentales, donc on a vraiment séparé donc l'animalité donc versus l'humain, donc créé à l'image de Dieu. Lui le seul, donc le reste étant le produit. Maintenant, donc depuis la révolution darwinienne, on recrée donc tous ces liens et on les repense et on les retisse, non pas sous l'angle de la différence et de l'opposition, mais au contraire sous l'angle de la similitude. Mais pourquoi ? Parce que donc cette intelligence artificielle, donc elle nous repousse donc vers ce que nous sommes, beaucoup plus près des animaux et beaucoup plus loin des robots. Donc c'est ce mouvement donc actuel de la philosophie qui fait qu'on va chercher aussi à se comprendre dans d'autres miroirs qu'est le miroir animal. C'est ce que je pense. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle finalement, on parle. Peut-être qu'il est temps de clore ces discussions, et si peut-être on pouvait prendre quelques questions de l'Assemblée, si les gens sont là et voulaient poser des questions, ce serait sympathique. Déjà, un vendredi soir, que vous soyez ici, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on est vendredi? Jeudi. Qui vous penserez me voir demain à la consultation? On a parlé 24 heures. Bon
Mon Dieu, que je sache, ben que ce soit jeudi, c'est pas mal. Si c'était mardi, là, oui. C'est génial, vous venez de gagner 24 heures. Ben oui, je pensais que j'avais terminé ma semaine. Juste une observation, la beauté, c'est aussi le partage et le partage des histoires. Et vous êtes des femmes absolument magnifiques. Et je voulais vous remercier pour nous avoir offert avec générosité et beaucoup de sensibilité toutes ces histoires. C'est aussi ça la beauté. Merci, merci. Anne. Alors, la beauté va sauver le monde. Une prescription de chacune d'entre vous pour nos politiciens, les hommes d'affaires ou les ouvriers. Je pense que c'est une discipline. Dans mon cas, c'est vraiment une discipline. Je crois on croit qu'on voit la beauté très rapidement, mais en fait, c'est une discipline. Et pourquoi voir la beauté? Et je vous raconte une petite anecdote. Et c'est aucunement scientifique. Et voilà. Mais on est allé faire la queue pour notre café du matin. Et évidemment, il y avait une queue de 20 personnes. Tout le monde était très en manque de caféine, vous voyez, le matin. Et derrière le comptoir, il n'y avait qu'une seule personne cette journée-là. Et la personne devant nous, c'était un monsieur qui voulait un bagel au saumon fumé et fromage à la crème, ce qui était déjà un peu particulier pour le matin. Mais bon, ça prenait plus de temps, on le faisait. Et quand sa commande est terminée, il est parti. Et nous, on commençait à commander nos cafés. Et il est revenu, il a demandé à la dame, est-ce que vous pouvez couper le bagel en deux, s'il vous plaît? Et là, on s'est dit, non, mais vous pouvez couper vous-même votre bagel, n'est-ce pas? Et vous sentez la tension monter dans la queue de 20 personnes. Et là, la dame était très gentille, elle a coupé en deux, elle est repartie. Nous, on recommence notre commande. Et revenu, elle dit, est-ce que vous pouvez le couper en 4, s'il vous plaît? Et là, j'ai dit, non, mais c'est un test. C'est un test des nerfs, quoi. Évidemment, on est toujours impatient un peu. Et là, j'ai dit, mais comment elle va faire pour couper le bagel en 4 sans faire baver le fromage à la crème et faire glisser la tranche de saumon fumé? Dans ma tête, c'était ça. C'était la cuisinière en moi avant qui se disait, non, c'est impossible de couper. Et donc, j'ai dit à Yves, regarde, je ne sais pas si elle va réussir, je pense pas qu'elle va réussir à couper ce bagel. Et donc, j'ai détourné son attention vraiment sur le bagel au lieu du manque de caféine. Et finalement, la dame qui regardait, qui bougeait le bagel 2-3 fois avant de décider d'un coup sec, et elle a réussi à couper en 4 et on a presque tous applaudi. Voilà. Et la personne est repartie et elle n'est pas revenue après le 4, et la beauté était là. La beauté de cette femme qui a eu la capacité de couper en 4 et grâce à ce moment très rapide, en même temps, c'était peut-être 1 minute, 2 minutes au maximum, mais je crois que ce moment-là a changé le niveau de tension. Et c'était devenu un moment de beauté. Et il y a eu un moment de communion, en fait, avec les vins, à être très impatient, mais en même temps happé par cette capacité de couper le bagel en 4. Et je crois que c'est une discipline, en fait, de détourner notre regard vers la beauté, parce que la beauté a un impact direct. Même pas mesuré scientifiquement si c'est cellulaire, physique ou psychologique. Je crois que, dans le quotidien déjà. Alors, peu importe le métier qu'on pratique, je crois qu'il faut tout simplement, et je ne sais pas les 20 métiers qu'il y avait dans la queue, mais tout le monde, pendant un instant, on a vu la même beauté et on a été sauvés par la beauté, parce que sinon, vous imaginez les 20 qui s'énervent et puis d'un coup que ce monsieur-là soit autiste, et qu'on lui refuse la division du bagel et qu'il s'engage dans une crise autistique, la police arrive et personne
aurait eu son café. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est une discipline, peu importe le métier. Derrière ça, peut-être qu'on peut tirer une leçon un peu plus générique de cette histoire, et je vais faire le lien entre ce que vous venez de raconter et comment Joséphine se caractérise par des mots. J'ai entendu ça de vous, qui avez dit, ce qui me caractérise, c'est assis et territoire. Assis, pour un peuple nomade, je trouve ça extraordinaire, c'est savoir se poser, savoir prendre son temps pour observer et regarder différemment. C'est ce que vous disiez avec les caribous, c'est ce que disait Nathalie, c'est changer sa mire, prendre du temps et observer. J'ai besoin de mon café, le temps est compressé, je suis stressé, et d'un seul coup, je me pose et j'observe la découpe de ce bagel. Et je pense que c'est vraiment dans ça, finalement, aujourd'hui, s'il y avait une leçon à tirer, je pense au lieu, c'est posez-vous et prenez du temps, accordez-vous du temps pour observer différemment. Voilà. Tout a été dit. Ou lire un poème. Lire un poème de Joséphine. Et puis... Je peux vous en faire un. Ah oui, Okay. oui. Bon, un que j'aime bien. Nuelution, Ojahumek, Inagaho. Nit, Atik, Inagaho. Tahuatem, Hehegatok, Inagaho. Ntush, Inigway, Inagaho. Dakop, Wabjehmok, Inagaho. Tawanakon, Macho, Inagaho. Nanakamon, Tewaken, Inagaho. Ni, Inu, Tahanagahan. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bouleau. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain. Est-ce que je peux abuser de vous, Joséphine? Moi, j'ai acheté vos recueils, et il y a un de vos poèmes que je trouve extraordinaire, et c'est un peu en résonance avec ce qu'on vient de dire. C'est celui. Mais je ne le sais pas par cœur. Dis-toi. Ah oui. Non, Nathalie, elle saurait mieux lire que moi. Ok, allez, d'accord. Donc, attends, micro. Oui, c'est vrai. Parle-moi sans mots, j'aurai un silence à t'offrir. Magnifique. Je ne me risque pas en langue autochtone. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être clore la séance de discussion, à moins qu'il y ait une question ou un commentaire que vous vouliez faire dans l'Assemblée. Non? Un grand merci pour ce moment de plaisir et de partage. Merci beaucoup. Merci. Là, vous Merci, voulez offrir merci. au public un moment de silence. C'est ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris votre vendredi avec